j'ouvre à toutes et à tous. On va avoir une petite, quelques slides. Je voulais juste vous dire une chose d'abord. Pour commencer, on ne devient pas champion olympique par hasard. Je vous le dis parce que bien souvent, les gens pensent que la performance est une science aléatoire. Or, la performance, ce n'est pas de monter sur le podium, c'est d'être capable d'y rester, et évidemment, d'y rester le plus longtemps possible. Alors, on peut gagner une fois par hasard, sur un coup de bol. Gagner 2 fois, les mauvaises langues pourraient dire que c'est une coïncidence, mais au bout de 3 fois, ça devient une loi. C'est pour ça que je trouve intéressant, la performance repose sur des lois. Et quand je discute avec des champions olympiques, quand je discute avec des athlètes de haut niveau, quand je discute avec des patrons d'entreprises dont les entreprises réussissent, quand je discute avec des personnes de profils complètement différents et des gens qui sont dans leur domaine des gens performants, il y a une chose. S'il y avait une loi à retenir finalement, il y a une chose qui revient à chaque fois, c'est qu'elles sont animées par un projet puissant qui les enthousiasme et qui fédère. Et du coup, je voulais revenir sur ces chiffres pour vous dire que les anneaux olympiques sont une marque extraordinaire, une marque puissante, une marque qui inspire. 96% des Français les reconnaissent, et on peut le dire, grâce aux Jeux de Paris, les aiment. Et 80% des Français ont une perception positive des Jeux d'hiver en 2030. Et ça aussi, c'est une grande chance que nous avons et sur laquelle il faut capitaliser. Et donc, si je vous dis ça, c'est parce que ce qui est valable à l'échelle d'un individu, d'un athlète, d'un champion, c'est valable à l'échelle d'un groupe, c'est valable à l'échelle d'une organisation, mais je pense aussi que c'est valable à l'échelle d'un pays. Et aujourd'hui, en France, on a la chance d'organiser pour 2030 un événement extraordinaire, un événement puissant, un événement fédérateur, un événement qui va engager la France dans effectivement quelque chose qui sera grandiose. C'est comme ça qu'on le veut. 3500 athlètes, 136 épreuves, 3 milliards de téléspectateurs, 1 million de spectateurs sur site, des bénévoles, 15 000, et journalistes, 15 000 et 20 000 volontaires. Ça va être un événement très très puissant. C'est le 3e événement au monde. Et donc le premier qui concerne les sports d'hiver, mais également les sports de montagne et les sports outdoor. Et donc pour nous, c'est important de pouvoir embarquer un maximum de gens dans cet événement très très puissant. C'est la base, si on veut les réussir, c'est vraiment la base. Et pour que ça marche, il faut avoir une vision, parce qu'un projet c'est fantastique, mais pour que le projet embarque, il doit reposer sur une vision, que la vision doit elle-même être inspirante, et elle doit nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Donc moi, je vais vous parler des Jeux pour ce qu'ils sont, ce que l'on doit en faire pour 2030, l'organisation que je mets en place avec toute une équipe formidable pour délivrer un événement qui va durer 15 jours pour les Jeux Olympiques, plus 10 jours pour les Jeux Paralympiques derrière. Mais je vais vous parler aussi, ou répondre peut-être à la question, ok, c'est bien tout ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est des moyens, et y compris des moyens financiers importants, mais à quoi ça sert ? Et ça sert à nourrir cette vision commune que nous avons, parce que la montagne française aujourd'hui est confrontée à tout un tas d'enjeux, et pas seulement climatiques. Et donc ces jeux doivent nous permettre de dessiner, de préparer, d'imaginer ce que sera ce territoire à l'horizon de 2050. C'est à ça que doivent servir ces jeux. Mais si je reviens sur l'histoire, je veux vous dire que les Jeux en France ont toujours été des Jeux pionniers qui ont fait passer un territoire comme les Jeux Olympiques dans une dimension nouvelle. Et là,
évidemment, on a sur la slide que je vous présente uniquement les Jeux d'hiver, parce que vous avez tous en mémoire comment Paris 2024 a fait passer le territoire et les Jeux également, les Jeux d'été pour le coup, dans une autre dimension. Et c'est ça que je trouve assez formidable, c'est qu'en France, on est porteur de cette faculté de réinventer les choses, de remettre en question le statu quo, de faire des choses qui vont changer réellement la destinée. On a toujours inscrit les Jeux dans leur territoire et dans leur époque, que ce soit à Chamonix, que ce soit à Grenoble, que ce soit à Albertville, et on a toujours fait des Jeux à la fois en phase avec leur époque, mais également capables de projeter le territoire dans l'avenir qui est le sien. Et c'est ce que l'on va faire en 2030 également. On va le faire avec 2 régions, effectivement, Fabrice, tu l'as souligné. C'est ça qui est aussi assez extraordinaire, et je suis content de vous le dire à vous ici, c'est qu'on a 2 régions qui allient leurs forces, qui mettent en commun ce qu'elles ont de meilleur pour aller chercher le plus grand événement qu'elles n'auront jamais à réaliser, sans doute toute leur... sur leur territoire, le plus grand événement qu'elles auront à réaliser sur leur territoire. Et elles peuvent le faire parce que justement, elles s'associent. Elles le font parce que, comment dire, elles veulent mettre en commun ce qu'elles ont de meilleur, mais elles veulent aussi démontrer que la montagne, ce n'est pas uniquement quelques stations de haute altitude exclusives. La montagne, c'est une diversité d'offres, c'est une diversité... de destination. Et c'est aussi une montagne résiliente qui, en fonction de l'altitude, en fonction de l'urgence à laquelle elle est confrontée face au réchauffement climatique, eh bien, prend les choses en main et bouge. Donc, on va faire les Jeux, et c'est ce qu'on va démontrer au travers de ces Jeux-là, des Jeux en partage entre 2 régions, des Jeux de territoire qui sont plus au nord, s'installent sur un pôle de Haute-Savoie avec les épreuves de nordiques, à la fois olympiques et paralympiques. En Savoie, sur les épreuves principalement de ski alpin. Dans le Briançonnais, c'est une nouveauté. Les Jeux d'hiver n'étaient jamais allés dans le Briançonnais, donc c'est une nouveauté. Et on va pouvoir montrer une autre facette de cette montagne française en allant dans le Briançonnais, dans des stations plus accessibles, en prix, plus familiales, également en fréquentation. Mais on veut aussi pouvoir montrer ça, avec tout le pôle freestyle, ski et snowboard. Et puis enfin, sur le pôle Nice-Côte d'Azur, nous aurons toutes les épreuves de glace. Donc, en vallée, la glace, et puis entre 1000 et 2500 mètres, la neige. C'est comme ça que ces Jeux se sont distribués sur un arc alpin qui part, voilà, qui fait à peu près 300 km du nord au sud. Donc des Jeux en partage, qui se partagent évidemment entre des régions, mais qui se partagent aussi entre la vallée et la station, parce qu'aujourd'hui, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Un seul exemple, les gens qui vivent à la montagne, bien souvent, travaillent en station, mais habitent en vallée. C'est un peu comme ça que ça se passe maintenant. Donc, ça nous impose de réfléchir sur les investissements qui vont être les nôtres, sur des villages olympiques. Est-ce qu'on les fait en station ou est-ce qu'on les fait en vallée? Qui doit profiter de ces investissements? Les populations locales, alors il faut les faire en vallée. Ou les touristes qui viennent l'hiver, alors il faut les faire en station. La réflexion a été menée de sorte à ce que ces Jeux soient utiles au territoire et aux populations qui y vivent. Donc on a toujours fait des villages olympiques en vallée, dans les bases arrières. Il nous reste 1548 jours pour organiser des Jeux que je qualifierais de spectaculaires. On veut que ces Jeux soient spectaculaires parce que les sites qui sont mis à la disposition de ces épreuves, des épreuves et donc des athlètes, doivent être les plus exceptionnels, les plus spectaculaires possibles. Moi qui suis un sportif de base,
Ce que j'aime, c'est aller me confronter au terrain. J'ai fait un sport dans la nature. Ce que je veux et ce que je trouve, c'est que si le terrain est le premier adversaire, à ce moment-là, je sais que la performance sera belle. Donc, on veut des sites spectaculaires pour mettre en lumière, pour mettre en valeur les performances des meilleurs athlètes. C'est un choix, on le fait comme ça, on l'assume, et c'est pour ça que vous verrez une descente olympique qui sera la plus exigeante, la plus exceptionnelle possible. Et on va répéter l'exercice sur un maximum d'épreuves. On veut que ces jeux soient festifs. On veut que ces jeux soient festifs parce que c'est l'ADN des jeux. Les jeux sont réussis parce que c'est la fête. On sait créer l'ambiance dans les gradins, dans les tribunes, et c'est ce qu'on va faire. Et enfin, on veut que les jeux soient populaires. Et pour qu'ils soient populaires, il faut qu'ils vous embarquent. Quand je dis vous, je m'adresse à vous en tant que Français. Il faut que ces jeux vous embarquent, et pour qu'ils vous embarquent, il faudra des médailles françaises. On n'a pas le choix. Plus les médailles françaises afflueront, plus on sera embarqué derrière notre équipe et donc dans ces jeux. C'est extrêmement important. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, fantastique de réaliser un événement spectaculaire, festif et populaire. Mais on a besoin d'aller un peu au-delà de ça. On a besoin de se dire à quoi ça doit servir. Ces jeux, et là je sais que j'ai face à moi et des acteurs du public et des acteurs du privé, mais quelque part, au niveau des jeux, je pense qu'il n'y a pas de distinction. L'enjeu, c'est d'arriver à embarquer tout le monde et que vous puissiez, acteurs publics comme acteurs privés, les entreprises partenaires des jeux ou les collectivités embarquées dans l'organisation des jeux ou sur des dispositifs de territoire qui iront au-delà de nos régions, qui iront dans d'autres massifs, mais qui iront aussi dans d'autres endroits de la France, qui auront envie de participer à ces jeux. Je pense à un dispositif qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs Terre de Jeux, qui avait été initié par Paris 2024. Évidemment, un dispositif qu'on a envie d'embarquer. Eh bien, des dispositifs qui permettent vraiment de se dire à quoi ça va me servir à moi. Eh bien, ça va servir à 3 choses. Entreprise ou collectivité, ces jeux doivent être un catalyseur. Un catalyseur à l'intérieur de l'organisation, parce que c'est assez incroyable de voir comment certains partenaires à Paris ont réussi à embarquer et à dédier des équipes à la livraison, dans la livraison des jeux, sur la technologie, sur le transport, sur tout un tas de sujets qui sont sur l'énergie aussi, tout un tas de partenaires qui sont venus aux jeux et qui ont utilisé les jeux comme un catalyseur en interne pour créer de l'enthousiasme. Et puis, ce catalyseur en interne, c'est aussi un catalyseur en externe vis-à-vis des clients et des partenaires, vis-à-vis de tout un écosystème. On peut utiliser les jeux pour ça, on doit utiliser les jeux pour ça. Première chose. La deuxième chose pour laquelle on peut utiliser les jeux, c'est comme d'un laboratoire. Comme je vous le disais, nous, on pense ces jeux comme un laboratoire pour penser, imaginer ce que sera la montagne de 2050, mais on ne va pas le faire tout seul et ce n'est pas les jeux qui vont le faire. Mais on arrive, grâce à cette puissance à la fois catalysatrice des jeux, on arrive aussi à mettre autour de la table des gens qui croient dans la transition des modèles et qui ont envie de les accompagner. Et on doit faire transiter le modèle économique du tourisme, de la montagne. L'hiver est là, c'est aujourd'hui la locomotive, c'est indéniable, mais demain, 2050, les choses seront différentes. Et il faut être prêt à ça, et on veut que les jeux soient le laboratoire de celles et ceux qui veulent contribuer à l'accélération de la transition vers un modèle plus vertueux. C'est le mot vertueux ou c'est le mot modèle? C'est vraiment l'ensemble. Ben c'est bien, je pense qu'on pourra en discuter. Je vous propose qu'on en discute après. Et puis le troisième point sur lequel je souhaite effectivement que ces jeux soient utiles, c'est que ça doit être une vitrine. On le voit bien, un laboratoire de vos savoir-faire et une vitrine pour faire savoir
ce que vous faites. Une vitrine, c'est extrêmement important parce qu'il y a des entreprises françaises qui se développent à l'international et les jeux sont mondiaux. Donc c'est une vitrine mondiale que l'on va offrir à celles et ceux qui vont nous rejoindre. Voilà pourquoi on organise les jeux. Pas uniquement pour la quelques centaines d'épreuves que l'on va évidemment organiser, mais pour tout ce que ça génère, la fierté que ça va générer, l'enthousiasme, l'engouement. Et on a, au sein du COJOP, cette ambition. Il nous reste 1548 jours pour le réaliser. Et donc on est parti, on a une équipe, on a une organisation, on a un budget et on lance aujourd'hui on ouvre aux partenaires aujourd'hui notre organisation. Merci beaucoup pour votre attention. Tonnerre d'applaudissements, hein, mesdames, messieurs. Un peu plus, s'il vous plaît. La star des Jeux Olympiques 2030, 1548 jours. Hein. Vous n'avez pas l'impression, vous n'avez pas envie d'arriver au bout de ces 1548 jours pour vivre ces Jeux fantastiques, festifs, populaires. Mais c'est vrai, ça a été très, très bien dit par Edgar Gros-Prion il y a un instant. L'idée, c'est de faire un projet structurant, c'est de se projeter vers l'avenir. Ce n'est pas juste 15 jours de fête, c'est en effet construire la montagne de 2050 avec ses vertus de jeux catalyseurs, de jeux laboratoires et surtout de jeux vitrines. Merci Edgar Gros-Prion, encore une fois, on l'applaudit.